Bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Agri pour une émission dédiée aux pesticides. Réduire l'utilisation des pesticides est une des demandes les plus fortes de la société que le monde agricole ne peut plus ignorer et qu'il n'ignore pas. En témoigne une initiative lancée en juillet dernier par les organisations agricoles nommée le contrat de solution qui vise à réduire l'utilisation des pesticides, les risques des pesticides et leur impact. Depuis, la démarche a fait son chemin. Aujourd'hui, 43 organisations agricoles ont signé le contrat de solution. Qu'est-ce que le contrat de solution? Comment cela fonctionne? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour réduire l'usage des pesticides? Pour en discuter avec nous, nous accueillons Éric Thirouin. Bonjour. Bonjour, Éric Thirouin, vous êtes le président du comité de pilotage du contrat de solution. Vous êtes agriculteur dans l'Eure-et-Loir, je crois, secrétaire adjoint de la FNSEA et vous venez d'être élu président de l'Association générale des producteurs de blé. Eugénia Pomaret, vous êtes directrice de l'Union des industries de la protection des plantes. Donc c'est ceux qui fabriquent et qui vendent les pesticides, mais aussi des solutions de biocontrôle, les outils d'aide à la décision. Vous avez été parmi les structures, les 20 premières structures qui ont signé le contrat de solution. Donc vous nous expliquerez pourquoi, voilà, pour quelles raisons. Tout à fait. Éric Thirouin, alors parlez-nous de ce contrat de solution. Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Pourquoi vous l'avez lancé? Écoutez, je pense que ça fait des années qu'effectivement on a une pression extrêmement forte d'un point de vue de la société, de l'attente des consommateurs, relayée par les pouvoirs publics, nous demandant d'arrêter les produits phytosanitaires à coup d'interdiction sans se préoccuper de savoir s'il y a des alternatives. Ce qui fait qu'on se retrouve, nous agriculteurs, dans des impasses avec des consommateurs qui consomment des produits qui viennent de l'étranger parce qu'on ne peut plus les produire de façon rentable en France. Donc, on a répondu OK, banco, on est OK pour travailler à la réduction de l'usage des risques et des impacts des produits phytosanitaires, mais pas d'interdiction sans solution. Donc pour ce faire, ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise tous, et c'est pour ça qu'on est 43 organisations agricoles qui sont regroupées pour essayer de trouver les solutions alternatives. Donc il y en a qui existent déjà, il y en a qui sont en train de sortir, et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est voir là où il y a des impasses pour engager la recherche, pour trouver ces nouvelles solutions et pouvoir répondre sur l'ensemble des productions, l'ensemble des secteurs pour faire ça. Donc là, on a aujourd'hui répertorié 57 solutions à ce stade et on va continuer ce travail. Et l'autre travail, celui qui va être le défi 2019, c'est de les décliner, les déployer dans les exploitations agricoles de façon à ce que, effectivement, ces alternatives rentables, efficaces et durables puissent être appliquées. Comment cela va fonctionner concrètement, ce contrat de solution, ces solutions? Comment ils vont être diffusés auprès des agriculteurs? Eh bien, je pense à des réseaux essentiels comme celui des réseaux des chambres d'agriculture, celui des coopératives, celui des négoces, mais aussi l'ensemble des instituts techniques. Enfin, voilà, chacun son réseau, y compris la formation, Vivea, FAFCA. Voilà, on est en train pour 2019 de déployer toutes ces solutions de façon à améliorer ou à réduire l'usage, les risques et les impacts dans les exploitations agricoles. C'est quelque chose qui prend du temps. Alors c'est vrai que le temps médiatique, le temps politique, c'est qu'un claquement de doigts, tout ça, ça doit être fait du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. Nous, on le sait, agriculteurs, on a une récolte par an. On n'a pas, comme un boulanger, plusieurs fournées dans la journée. On n'en a qu'une par an. On a 40 récoltes durant notre vie. Eh bien, c'est quelque chose qui se déploie sûrement, mais ça prend un certain temps. Donc voilà, toute l'année 2019, on va décliner ça. Eugénia, l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes, a signé ce contrat de solution. Pour quelles raisons et quel sera le rôle de l'UIPP dans cette initiative? Alors, nous avons signé dès le départ cette démarche parce que c'est une démarche qui fait du sens. Il y a du sens dans le temps long. Éric l'a expliqué. Depuis fort longtemps, les entreprises rassemblées au sein de l'UIPP, qui est le syndicat professionnel de ceux qui fournissent des solutions, comme vous avez expliqué, ces entreprises fournissent des solutions pour tout type d'agriculture, qu'on soit en agriculture conventionnelle, qu'on soit en agriculture bio, des circuits courts, des entreprises vouées à l'exportation. Et depuis fort longtemps, elles investissent sur les démarches de réduction effectivement des risques et des impacts. C'est le principal élément. Et donc le faire dans un cadre déjà qui répond aux besoins des agriculteurs. Première chose, on part dans la réflexion des agriculteurs qui effectivement se trouvaient de plus en plus confrontés à des impasses par des couperets d'interdiction ou par des mesures qui effectivement étaient incohérentes sur l'exploitation. Deuxièmement, le faire avec d'autres partenaires.
il y a du sens. Quand on veut réduire effectivement les risques, les impacts et au final, très probablement aussi les utilisations, pour nos entreprises, ça peut être étonnant, mais il y a du sens aussi, parce que quand on raisonne en amélioration des machines, par exemple, en optimisant les applications de produits phytosanitaires, en améliorant la modélisation pour faire un diagnostic très précoce des maladies, pour être capable de dire est-ce que cet insecte va impacter ma culture ou pas, c'est tout un champ en fait, de compétences que les entreprises de mon secteur ont, mais elles ont besoin de travailler avec d'autres secteurs. Et je pense notamment, bien sûr, à l'agronomie, à la recherche agronomique, qu'elle soit fondamentale par l'INRA ou les instituts techniques au niveau appliqué, tout le monde de machinisme agricole, effectivement, la robotique et toutes les compétences autour. On a parlé, Eric a parlé de développement agricole, le lien finalement entre les produits et puis les agriculteurs. Donc il y avait un sens dans cette démarche. Elle s'inscrit aussi dans le temps et dans le raisonnement. Et je rajoute un dernier élément, c'est que très souvent on raisonne en silo. C'est-à-dire qu'on a une réponse pour le maïs, une réponse pour les prairies. Bon, au final, l'agriculteur, il a à gérer très souvent les problèmes sur son exploitation. Quand on parle de, par exemple, amélioration de la protection de la biodiversité, il ne va pas le faire que sur son champ de maïs ou sur sa prairie, il va le raisonner au niveau global. Donc, s'éloigner un petit peu en termes de dézoomer un petit peu, si on peut dire, et prendre de recul pour dire, au niveau de l'exploitation, on commence par quoi? L'enjeu, c'est la protection des plantes. Par quoi je commence? Quels sont les outils que je mets en place? Et nous, on pense modestement pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Jean-Paul Hébrard. Oui, Éric Thérouin. Mardi 26 février, ici au Salon de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture est venu et a signé le préambule. Pourquoi que le préambule seulement? Et puis est-ce que le ministère de l'Agriculture vous a toujours supporté, aidé, a été proactif dans les avancées ou au contraire, est-ce qu'ils ont mis des fois des bâtons dans les roues? Alors oui, effectivement, c'était lundi soir. Il y a eu cet engagement de l'État qui était un engagement qu'on attendait déjà depuis des mois. Cet été, ça avait été refusé et là, ça a été signé, acté. C'est un engagement de 7 pages avec des engagements des 43 partenaires et des engagements de l'État. Et pourquoi pour nous c'est important? Parce que jusqu'à maintenant, on avait un État qui était face à nous en disant « changez, changez ». Et moi, je suis convaincu que si on veut répondre à l'attente de la société, il faut qu'on y aille tous ensemble. Ça veut dire qu'il faut que l'État puisse accompagner les agriculteurs dans les investissements. Parce que quand on change de pratique, quand on veut acheter par exemple un matériel pour désherber mécaniquement ou les robots qui vont sortir dans quelques temps, eh bien il va falloir investir. Pour investir, il faut que l'État puisse accompagner au travers des budgets européens, des PCAE, au travers d'autres budgets nationaux, les régions de la même façon. L'ARF, on a des discussions très fortes avec elle pour qu'elle puisse accompagner ce changement. Il y a aussi une prise de risque. Voilà. Et puis il y a aussi un aspect réglementaire. Il y a souvent des réglementations qu'il faut modifier, qu'il faut adapter pour pouvoir répondre à l'innovation et aux améliorations qu'on peut faire. Donc ça, c'était capital. On a aussi des réflexions de fond, c'est comment on fonctionne. Parce qu'une fois qu'on a, par exemple, un exemple tout simple, une fois qu'on a vu que dans un secteur, il y avait des manques, notamment en termes d'herbicides, par exemple, dans des secteurs très particuliers, a besoin de recherche supplémentaire, eh bien, il faut que l'État investisse plus. Donc, c'est le cas de l'INRA, c'est le cas de tout le secteur de la recherche d'État à nos côtés. Donc, ça, c'est des enjeux importants. Et donc, c'est ce qui a été signé par l'État et par le ministre lundi dernier. Il y avait déjà des actions des agriculteurs pour réduire l'usage des pesticides, notamment dans le cadre du plan Éco-Phyto. Ça signifie que pour vous, le plan Éco-Phyto n'est pas suffisant? Qu'est-ce que ça apporte de plus, le contrat de solution? Alors je pense qu'on a un vrai souci avec le plan Éco-Phyto, c'est qu'on a un indicateur qui regarde comment les choses se font, qui est un indicateur qui, à chaque fois, on perd. Je prends l'exemple des néonicotinoïdes, ça a été supprimé dans la loi. C'est une catastrophe d'ailleurs pour un certain nombre de productions. Mais on sait très bien que comme le NODU, qui est un indicateur un peu compliqué, le nombre de doses utilisées, n'intégrait pas les traitements de semences, on va remplacer le traitement de semences néonicotinoïdes par un traitement aérien.
Résultat, cet indicateur va passer de 0, puisqu'il ne regardait pas les traitements de semences, à 1 ou 2 traitements. Donc on va avoir une augmentation de 100 à 200%. C'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais depuis des années, on a un ODU qui à chaque fois augmente. Et donc à chaque fois, on nous dit « mais vous faites rien, mais vous faites rien ». Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un certain nombre d'indicateurs réels qui mesurent tous les progrès qui sont faits. Parce que oui, depuis le Grenelle de l'environnement qui date maintenant d'un paquet d'années, les efforts ont été énormes, les évolutions ont été énormes. On est passé de 1000 molécules à 400. On est passé à un certain nombre de protections en termes de vitesse du vent, des cours d'eau, enfin énormément de choses, et c'est jamais mesuré. Donc ça, c'est aussi un engagement qui va être décliné, d'avoir un certain nombre d'indicateurs pour bien regarder, mesurer et exprimer à la société toutes les améliorations que l'on fait en agriculture française. Eugénia Pomaré ou Éric Thérouin, comme vous souhaitez. Faire travailler 40 organisations agricoles ensemble, c'est déjà un succès, déjà à la base. Bon, il y avait une urgence, il y avait un besoin. Est-ce que cette méthode vous a été peut-être demandée pour d'autres secteurs, d'autres évolutions? Je ne sais pas, le bien-être animal, peut-être à l'étranger, des organisations qui sont venues vous voir en disant comment vous faites? Oui, on a eu beaucoup d'interrogations effectivement des autres secteurs et d'autres pays étrangers. Je pense qu'aujourd'hui, une approche toujours sur la défensive, c'est totalement inaudible. Il faut pouvoir défendre ce qui mérite de l'être, mais il faut être aussi proactif, être capable de proposer des choses constructives pour aller de l'avant. Moi, je suis convaincu que l'avenir de l'agriculture, et c'est partagé, on l'a vu dans les dernières élections aux chambres d'agriculture, ce qui est important, c'est avoir un projet, construire un demain meilleur et pas uniquement d'être à défendre le passé. Et je pense que c'est bien cette dynamique dans laquelle on est engagé et où beaucoup voudraient aller de l'avant. On l'a vu, l'ambiance de ce salon cette année est un salon constructif, positif, essayer de tourner vers l'avenir sans nier les difficultés qu'il va falloir surmonter, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on construise un avenir meilleur. Eugénia, j'ai l'impression qu'on est revenu un peu dans le réalisme quand même, dans la relation entre les politiciens, les pesticides et puis le besoin d'évolution aussi des agriculteurs, parce que les agriculteurs doivent évoluer. Espérons-le. Je vais vous donner d'ailleurs 3 actions concrètes sur lesquelles apporter de l'engagement de l'UPP, mais je réponds à votre question aussi. Au niveau européen, étant membre d'une association européenne, où se retrouvent tous les pays de l'Union européenne et même au-delà. On regarde très attentivement ce qui se fait en France. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait surtout des injonctions, des contradictions au niveau, par exemple, d'interdiction. Et là, la démarche intéresse parce qu'elle peut préfigurer effectivement ce qui peut se passer dans d'autres pays. Le questionnement des consommateurs, il est partout en Europe, hein, et c'est pas spécifique à la France. On a peut-être une longueur d'avance sur laquelle il faut capitaliser pour intégrer ça d'une façon plus globale en termes de dynamique d'investissement. Je voulais revenir sur les 3 exemples pour vous illustrer, parce que la question a été posée, pourquoi l'UPP était dans le contrat de solution. Alors, si on parle de la réduction des risques, par exemple, et d'ailleurs c'est une des actions qui a été présentée le soir de la signature du préambule, nous avons mis en avant tout ce qui est fait au niveau des équipements de protection. Donc les produits phytosanitaires ne sont pas anodins, l'application peut effectivement poser les risques et le premier exposé va être l'agriculteur. Donc il y a tout un tas de solutions aujourd'hui très fiables et faciles à utiliser, à porter. Ce sont des équipements et nous avons lancé effectivement cette campagne qui a pris justement un rayonnement important dans le cadre de contrat de solution, qui, à mon avis, va être beaucoup plus simple à expliquer qu'en dehors. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, exemple, les outils d'aide à la décision. C'est quoi? Comme en diagnostic de médecine humaine, on va être capable d'intervenir aujourd'hui avec des outils au champ, de passer effectivement, y compris son smartphone, sur une culture et d'être capable de déceler à quel stade est l'avancement de la maladie ou bien cibler quel est le ravageur. Ça va conduire forcément à une réduction des utilisations par la réduction des traitements. Parce que l'agriculteur peut se dire, là, il y a un risque que je peux maîtriser par d'autres outils que des solutions. Et puis le troisième élément, plus sur les impacts, on va développer un outil que l'agriculteur peut utiliser sur l'exploitation pour bien analyser les risques par rapport à, par exemple, quand il a fini son traitement, il revient à la ferme, quelles sont les bonnes pratiques qu'il doit conduire pour éviter tout impact sur l'eau. Où va-t-il nettoyer son pulvérisateur, comment il va collecter les eaux donc usées. Et donc tous ces éléments, des petits rappels de recommandations pratiques, d'une façon peut-être didactique pour l'agriculteur, qui vont forcément
si ça prend en masse, conduire à la réduction des impacts sur les exploitations. Bon, alors on pourrait échanger longtemps sur ce sujet. Malheureusement, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Eugénia Pomaré, merci beaucoup. Éric Théroux, merci d'être venu ici sur le plateau. Merci Stéphanie. Merci. Puis merci à vous.